Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire de la FPBN que je vais co-animer avec le professeur Antoine Hirondi, qui est chef de service de psychiatrie et de psychologie médicale au CHU de Toulouse et qui est également affilié à l'unité INSERM pour ses activités de recherche. Alors, je suis moi-même pharmacien, j'exerce en psychiatrie à proximité de Strasbourg et je suis également affilié à l'INSERM pour mes activités de recherche. Et Antoine et moi sommes très heureux de co-animer en fait cette session. Nous sommes tous les deux responsables de la section neuropsychopharmacologie de la FPBN qui vous propose ce webinaire avec, comme vous l'avez constaté, un titre un peu énigmatique, un peu étrange, Neuropsychopharmacovid, QESACO. Donc on devine quand même un petit peu la thématique du jour, c'est-à-dire parler de la psychopharmacologie à travers la Covid-19 et comment un certain nombre de traitements psychotropes se sont retrouvés projetés sous la lumière des projecteurs avec un intérêt potentiel pour cette maladie. Alors, vous le savez, la Covid-19, le SARS-CoV-2, ce sont des termes qui sont devenus étrangement communs dans notre langage depuis l'année dernière. Et la Covid-19, elle avait débuté donc fin 2019 en Chine, avant de s'étendre inexorablement pour devenir cette pandémie mondiale que l'on connaît et qui avait débuté officiellement parce que l'OMS nous l'a défini comme ça à partir du 11 mars 2020. Alors, la question qui se pose, évidemment, à travers tout cela, c'est la psychiatrie dans tout ça. Et vous savez qu'il y a bien sûr un axe de questionnement récurrent, précoce, qui est venu autour de l'impact psychologique de cette pandémie, bien sûr un axe éminemment important et légitime, mais aussi, étonnamment, à côté, des questionnements ont émergé sur un éventuel impact prophylactique de certains traitements psychotropes. Alors vous le savez sans doute, les premières données ont été proposées très rapidement, elles avaient été mises en ligne par l'Encéphale, donc avec un article qui était accessible dès fin avril 2020, donc très proche par rapport au début de la pandémie, par nos collègues de Sainte-Anne, et qui était donc un travail associé avec des virologues. Et le traitement qui était proposé à travers cela, c'était la chlorpromazine, qu'on connaît bien, le Largactil, et donc il y a un historique particulier, un lien particulier évidemment avec Sainte-Anne. Et la publication pionnière qui avait été proposée dans l'Encéphale avait été écrite notamment par Marion Place, David Attali et Raphaël Gaillard. Alors, par la suite, ce travail, associé à d'autres, a été finalement le point de départ de données assez étonnantes, relayées bien souvent dans les médias, qui mettaient en avant le potentiel intéressant de certains psychotropes en fait pour lutter contre la Covid-19, avec notamment certains antidépresseurs. Ça avait été des données qui avaient été présentées par Nicolas Oertel dans Molecular Psychiatry notamment. Et ces données, finalement, elles ont suscité de grandes questions. Comment des substances psychotropes peuvent se révéler bénéfiques finalement contre un élément viral, contre un agent viral, par quel mécanisme pharmacologique. Et puis la grande question qu'on a envie de se poser finalement au bout de toutes ces évaluations, c'est est-ce qu'à un moment donné, on va avoir des indications officielles potentiellement d'un ou plusieurs psychotropes pour lutter contre la Covid-19, ce qui serait quand même quelque chose de tout à fait singulier. Alors, ces questions sont quelques-unes des interrogations que l'on se pose et on va avoir la chance et le plaisir d'étudier ces interrogations avec deux collègues qui sont éminemment connaisseurs du sujet et que je laisse à Antoine le soin de nous présenter. Merci David. Alors pour ces deux présentations sur des traitements psychotropes bien connus mais qu'on ne connaissait pas dans ce domaine-là, on va avoir David Attali qui est chef de clinique au service hospitalo-universitaire du professeur Raphaël Gaillard dans l'unité de Marion Plaz et qui est actuellement doctorant au laboratoire de physique pour la médecine Paris dirigé par Michael Tanté. Il va nous présenter les données un petit peu qui ont été mises en exergue par l'équipe de Sainte-Anne sur la chlorpromazine et suivra ensuite une présentation par le docteur Nicolas Hortel qui est maître de conférence des universités praticien hospitalier au département médico-universitaire de l'hôpital Corentin-Selton et qui est psychiatre de la personne âgée. Et lui va nous présenter un petit peu les mécanismes d'action selon lesquels certains antidépresseurs ont un effet ou auraient un effet intéressant pour agir contre la Covid-19 avec une inhibition d'un certain système sphingomyélinylase acide et qui ouvre des portes extrêmement intéressantes. Alors, je laisse la parole à David pour cette première présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, à les faire apparaître dans l'onglet questions et on prendra un temps après les deux présentations afin d'y répondre. Je te laisse la main, David. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de ce webinaire de nous avoir invités et de nous permettre de parler de ces sujets. Moi, je vais vous parler
de l'impact qu'a eu la Covid-19 sur nos vieux psychotropes avec une exposition assez inattendue de tous ces médicaments depuis quelques mois. Mais évidemment, surtout, je vais vous parler de l'impact que peuvent avoir nos psychotropes sur le SARS-CoV-2 et la Covid-19, et donc certains travaux que nous avons menés dans le service où je travaille à Sainte-Anne. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, le SARS-CoV-2 et les troubles psychiatriques, c'est une interaction qui est assez complexe. Sur l'impact psychiatrique du SARS-CoV-2, il y a des données notamment sur la population générale où il y a une augmentation des troubles anxieux et un surrisque de troubles psychiatriques chez les patients non psychiatriques qui sont atteints de la Covid-19, avec des chiffres qui sont très importants. Par exemple, 18% des patients à 3 mois qui développent des troubles psychiatriques, alors même qu'ils ils n'en souffraient pas avant. Et chez la population plus spécifique de patients qui avaient un trouble psychiatrique préexistant, eh bien, ce surrisque existe également. Le surrisque de développer des symptômes dépressifs sévères, voire même d'un épisode dépressif caractérisé chez les patients psychiatriques lorsqu'ils sont atteints de Covid-19. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'autre interaction, dans l'autre sens, c'est-à-dire regarder l'impact du trouble psychiatrique ou des psychotropes sur le risque, on va dire, infectieux, soit d'être séroprévalent, donc de croiser le SARS-CoV-2 et de développer des symptômes de Covid-19, soit de développer des formes sévères de Covid-19. Et sur ce sujet, il y a des données qui sont assez contradictoires. Aux États-Unis, dans plusieurs études, il a été mis en évidence un surrisque de mortalité chez les patients psychiatriques par rapport aux patients non psychiatriques lorsque les patients développaient des symptômes de Covid-19. Il y a par exemple ces 3 études qui ont inclus beaucoup de patients, donc c'est des données rétrospectives, et vous voyez les hazard ratios ou les odds ratios sont vraiment en faveur du fait que lorsqu'on croise le Covid-19, si en plus on a des antécédents psychiatriques, eh bien ça augmente de façon très significative le risque de mortalité. Il y a également des données américaines sur le risque, sur l'augmentation de l'incidence de Covid-19 chez les patients psychiatriques par rapport aux patients non psychiatriques, avec cette étude de Wang publiée en 2021, où ils ont regardé par exemple chez les patients qui avaient un diagnostic récent, donc de moins d'1 an, un diagnostic psychiatrique récent. Alors là, les odds ratios sont faramineux, autour de 10 pour les patients déprimés, autour de 9,9-10 pour les patients souffrant de schizophrénie. Bon, ça descend à 7 et quelques lorsqu'on agit sur les comorbidités, mais quand même, le risque d'incidence est largement augmenté par la pathologie psychiatrique, et ce risque diminue franchement si on regarde les patients qui ont un diagnostic psychiatrique vie entière, donc des patients chroniques, peut-être des patients traités sur le long cours, on peut imaginer, avec des odds ratios qui chutent à 1,5 ou 2, donc c'est toujours supérieur à 1, mais c'est largement moindre. Dans cette étude, et dans ces études de façon générale, il y a plusieurs limites. Il y a souvent peu, voire pas de données sociodémographiques sur le niveau de vie ou le mode de vie des patients, ni sur les traitements reçus ou le suivi psychiatrique en cours. Alors même qu'on sait qu'en France, mais peut-être beaucoup plus aux États-Unis, chez les patients psychiatriques, il y a souvent, un niveau de vie qui est largement moindre, qu'en population générale, et un suivi qui peut être assez chaotique, et donc peut-être que cela explique ces odds ratios qui sont vraiment très élevés. Dans tous les cas, ce sont des données qui vont dans le sens inverse de ce qu'on a observé en France et plus généralement en Europe, où nous avons fait dès le début de la pandémie le constat, disons une impression clinique d'une faible incidence, voire très faible incidence de Covid-19 dans les services de psychiatrie. On l'a notamment vu parce qu'au GHU Paris, donc c'est le regroupement de tous les hôpitaux psychiatriques parisiens, dès le début de la première vague, nous avons, comme tout le monde, mis en place des unités psy-Covid, donc des unités Covid pour les patients psychiatriques. Donc il y avait plusieurs dizaines de places disponibles pour l'ensemble du bassin parisien qui est énorme. Et il y avait également un service de réanimation neurologique de l'hôpital Sainte-Anne qui s'est transformé en service de réanimation Covid, avec également une unité de pré-réanimation pour les patients psychiatriques avec des symptômes respiratoires qui nécessitaient de l'oxygène, mais pas assez sévères pour aller en réanimation. Et ces unités Covid, en fait, à notre grande surprise, sont restées quasiment vides pendant toute la première vague et même la seconde ou la troisième vague. Et donc, on les a finalement fermées pour les vagues suivantes puisqu'elles étaient quasiment vides. Alors qu'on s'attendait à avoir vraiment un débordement des patients quand on voyait qu'à la PHP, pour les patients non psychiatriques, ils transféraient des patients en dehors de Paris par train. Et quand on savait qu'en psychiatrie, les patients avaient peut-être plus de mal à comprendre et respecter les gestes barrières et toutes les mesures qu'on mettait en place à ce moment-là. Et donc, de ce constat et de celui
que la population des soignants était quant à elle très touchée, puisqu'on a eu beaucoup de soignants malades à l'hôpital Sainte-Anne, des collègues, il y a eu des clusters dans les unités, il y a eu des collègues qui ont eu des formes sévères. On a mis en place plusieurs choses. La première d'entre elles était une étude prospective de séroprévalence, donc c'est une étude de cohorte qui a été menée, dirigée par une collègue du service, Dr Anne-Cécile Petit, qui visait à étudier et comparer deux populations qui ont cohabité pendant cette première vague, les soignants des unités psychiatriques et les patients qui étaient hospitalisés à ce moment-là dans les mêmes unités. Il y a eu à peu près 200 patients et 200 soignants qui ont été inclus dans cette étude. Tous ces sujets ont été suivis pendant 6 mois et tous les mois, ils avaient une sérologie et des questionnaires à remplir, notamment sur les symptômes de Covid-19, mais pas que, également sur les habitudes de vie, les consommations de toxiques, les médicaments pris, etc., etc. Donc, je vais vous présenter des résultats préliminaires de cette étude. Nous sommes encore en train de faire des analyses un peu plus poussées, dont je vous parlerai après. Mais les résultats préliminaires montrent déjà, lorsqu'on compare les patients versus les soignants, qu'il y a des différences statistiquement significatives dans ces deux groupes. Les patients comportent plus d'hommes, qui sont plus âgés, qui ont un niveau éducatif qui est plus bas. Mais surtout, il y a un isolement qui est plus important. Et on l'a notamment mesuré grâce au score de Luben, qui est un score d'isolement social avec un cutoff à 12. Je ne peux pas pointer le tableau, mais c'est indiqué sur le tableau. Donc, les patients sont plus isolés, ce qui pourrait être un facteur protecteur de Covid-19, mais ils ont plus de facteurs de risque cardiovasculaire, beaucoup plus que les soignants, que ce soit au niveau cardiovasculaire, au niveau de la nicotine, du tabac, etc. Et donc, ce qui peut être un facteur de risque de développer des formes sévères de Covid-19. Donc, il y a un petit peu des deux. Et lorsqu'on regarde les taux de séroprévalence ou les taux de PCR positive ou les taux de symptômes, eh bien, tous ces taux sont surreprésentés chez les patients par rapport aux soignants. Donc, notre intuition était bonne et on l'a vérifié. Et notamment, les sérologies qui ont été faites tous les mois pendant 6 mois ont montré que les soignants étaient à 24,7% positifs versus 11% des patients. Et lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi ces différences, on peut comparer deux autres groupes de la même population, le groupe des séroprévalents versus le groupe des patients qui avaient des sérologies ou des soignants qui avaient des sérologies négatives. Et si on regarde de façon purement descriptive, on voit qu'il y a un facteur de risque qui est d'avoir un membre du foyer qui a des symptômes de Covid-19. Alors, c'est une association, mais on ne sait pas la causalité, qui a contaminé qui. Et dans les facteurs protecteurs, il y a l'isolement social, un peu dans la même idée. Il y a la consommation de tabac et de nicotine et la présence de troubles psychiatriques ou la prise de psychotropes. Mais donc ça, ce sont des statistiques descriptives, sans causalité et sans idée de l'interaction que tous ces facteurs ont les uns avec les autres. Et lorsqu'on poule toutes les données que je vous ai montrées sur ces deux tableaux dans la même analyse statistique, on peut faire un modèle multivarié qui, à ce moment-là, met en évidence qu'il y a un facteur de risque, un facteur protecteur, non, pardon, excusez-moi, un facteur de risque qui est un membre du foyer qui a des symptômes de Covid-19 avec un autre ratio à 10, et deux facteurs protecteurs qui sont la présence d'un trouble psychiatrique ou la prise de psychotropes. On ne les a pas mis dans la même analyse parce qu'ils sont très liés les deux. Et l'autre facteur protecteur, c'est la prise de nicotine ou de tabac. Et donc, ces données vont dans le sens de notre observation initiale, à savoir que même si l'isolement des patients, donc vous voyez là, ce n'est pas significatif dans cette analyse de modèles multivariés, même si les patients sont plus isolés, cela ne peut pas expliquer ce phénomène que nous avons constaté, qui est vraiment une franche diminution de la prévalence des symptômes, mais également de la séroprévalence de Covid-19 chez les patients psychiatriques. Et donc ça, c'est la première chose que nous avons mise en place, mais parallèlement, nous avons également voulu explorer la piste donc, des psychotropes qui ont potentiellement un effet protecteur contre la Covid-19, toujours avec le même constat, donc cette moindre prévalence des formes symptomatiques de Covid-19 chez les patients psychiatriques, mais également parce que nous savions que beaucoup de nos psychotropes sont connus pour avoir des actions antivirales sur de nombreux virus, et notamment sur les deux anciens coronavirus, le MERS-CoV et le SARS-CoV-1, avec des études publiées en 2014 qui déjà à l'époque avaient mis en évidence le potentiel impact des psychotropes. Il y a de nombreux mécanismes qui peuvent être en jeu, qu'on peut différencier entre activité antivirale pure et effet immunomodulateur. Mais c'est des choses qui sont assez complexes puisque, par exemple, la clozapine, qui est connue pour avoir de nombreux effets immunomodulateurs, est quant à elle plutôt associée à des formes symptomatiques, voire sévères de Covid-19. Nous l'avons vu chez nos patients en pré-réanimation,
il y avait beaucoup d'entre eux, donc il y avait peu de patients, mais le peu qu'il y avait, beaucoup d'entre eux étaient traités par clozapine. Et c'est également un constat qui a été fait par d'autres équipes à l'international et j'en parle un petit peu plus tard, il y a même des guidelines qui ont été émises, je crois, dès avril 2020 sur comment gérer la clozapine chez les patients psychiatriques qui ont le Covid-19. Derrière cette hypothèse de l'activité anti-SARS-CoV-2 de certains psychotropes, il y avait évidemment l'idée d'une stratégie de repositionnement de molécules qui est beaucoup plus rapide et moins onéreuse que de développer des nouvelles molécules contre ce virus, également moins risquée puisque même si nos psychotropes ont souvent beaucoup d'effets secondaires, en tout cas les plus anciens d'entre eux, on les connaît, ces effets secondaires, et généralement, on sait les gérer quand on les anticipe. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de données issues d'études in vitro. Et très rapidement, au début de la pandémie, il y a eu des papiers comme ce papier de avril 2020 qui screenait des dizaines de molécules déjà existantes sur le marché et qui étudiait pour chacune d'entre elles son activité anti-SARS-CoV-2, sa cytotoxicité pour essayer de trouver précocement des molécules potentiellement intéressantes contre cette infection. Et donc, dans cette première étude, la chlorpromazine était mise en avant avec un profil intéressant contre le SARS-CoV-2. Depuis, il y a eu de nombreuses études in vitro publiées. Je vous montre ici 2 d'entre elles qui sont assez impressionnantes puisque celle de gauche a screené 1403 molécules et sur ces 1403 molécules, les auteurs en sélectionnent 4, donc c'est les 4 meilleurs candidats et parmi ces 4 candidats, il y a 2 psychotropes. Celle de droite a screené 8810 molécules avec tout un pipeline où il va y avoir plusieurs étapes de sélection et sursélection des meilleurs candidats. Les auteurs concluent qu'il y a 319 molécules qui ont une activité anti-SARS-CoV-2. Et dans leur top 14, qui est publié ici, ça c'est une liste qui est publiée dans l'article, il y a 6 psychotropes. Et dans le top 3 des auteurs, il y a 3 antipsychotiques. Donc tout cela laisse penser que nos psychotropes ont certainement pour beaucoup d'entre eux un intérêt dans la Covid-19. Mais donc ces données in vitro ne peuvent pas tout faire. Nous le savons, il n'y a pas un lien automatique entre efficacité in vitro et efficacité in vivo. Donc c'est important d'avoir des données cliniques. Concernant les antidépresseurs, il y a 2 études rétrospectives qui sont très intéressantes. Cette première étude espagnole qui a étudié sur une base de données 2150 patients hospitalisés et avec une PCR Covid-19 positive. Et ils ont comme résultat le fait que les patients sous antidépresseurs ou anxiolytiques avaient un risque quasiment diminué par 2 de mortalité. Et il y a également cette étude publiée par l'équipe de Nicolas Hurtel, donc il vous en parlera plus en détail juste après, sur la base de données de l'APHP, où il y a 7230 patients inclus. Et de la même façon, ceux sous antidépresseurs et principalement sous ISRS ont une moindre mortalité, un moindre taux d'intubation. Mais bon, ces associations ne font pas forcément la causalité, donc vous le savez, c'est important d'avoir des essais cliniques et nous avons la chance pour les antidépresseurs d'avoir eu cet fabuleux essai clinique publié sur la fluvoxamine. Donc c'est un essai clinique randomisé, fluvoxamine contre placebo en double aveugle, sur 152 patients en ambulatoire, avec un design vraiment spectaculaire où l'équipe a mis en place, dès les premiers mois de la première vague, tout un dispositif pour déposer au pas de la porte des patients inclus des kits avec tensiomètre, saturomètre, thermomètre, etc. Et c'était les patients qui prenaient chez eux leurs mesures et qui étaient contactés par une armée d'ARC au téléphone pour remplir toutes les cases nécessaires pour mener les analyses statistiques. Et donc, cette étude a montré pour la première fois qu'un médicament psychotrope, en l'occurrence la fluvoxamine, est associé à une moindre aggravation clinique chez des patients qui avaient des symptômes de Covid-19. Dans le service à l'hôpital Sainte-Anne, nous nous sommes concentrés sur la chlorpromazine pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous savions qu'elle faisait partie des molécules prometteuses dans ces études in vitro contre les anciens coronavirus, le MERS-CoV et le SARS-CoV-1. Et nous savions aussi que la chlorpromazine était connue des virologues et très utilisée pour tester ce qu'on appelle l'endocytoxatrine dépendante. C'est un des mécanismes possibles de l'entrée des virus dans les cellules. Et la chlorpromazine inhibe cette voie d'entrée dans les cellules et c'est la voie qui est utilisée par le SARS-CoV-2. Donc cela faisait quelques arguments assez solides pour se concentrer sur cette molécule. Et par ailleurs, vous le savez, c'est une molécule que nous connaissons très bien, c'est le Largactil. Ça a été développé en 1952 par Henri Laborie, anesthésiste. Et ses effets antipsychotiques ont été découverts par Jean Delay et Pierre Deniker à l'hôpital Sainte-Anne.
On l'utilise largement en psychiatrie dans toutes ces indications que vous connaissez, mais on l'utilise également en off-label en tant qu'antiemétique chez des patients assez fragiles, puisqu'on parle là des patients en oncologie ou en obstétrique. Et donc même si c'est une molécule qui a beaucoup d'effets indésirables, finalement, lorsqu'on les anticipe et qu'on les surveille et qu'on les traite, on peut même l'utiliser chez des patients en oncologie ou en obstétrique, donc on sait la manier. Initialement, nous avons contacté, l'équipe d'Étienne Simon-Laurière à l'Institut Pasteur, avec qui nous avons publié cette étude qui était la première mise en évidence de l'efficacité de la chlorpromazine sur des cellules pulmonaires humaines, où nous avons donc montré qu'il y avait, ce gap thérapeutique entre la courbe bleue et la courbe rouge, sur, la gauche de l'écran. Donc la courbe bleue qui est l'activité antivirale, la rouge qui est la cytotoxicité. Donc il y a un vrai gap qui permet de parler, de fenêtre thérapeutique. Et par ailleurs, nous avons fait cette revue de la littérature qui est présentée sur la droite de l'écran, où, nous avons compilé des études cliniques et précliniques sur la biodistribution de la chlorpromazine. Et nous avons, mis en évidence qu'en fait, cette molécule se concentre avant tout dans les poumons, lorsqu'on en prend, puis dans la salive et enfin en troisième position dans le cerveau. Et donc pour un virus qui va se concentrer dans les poumons, se transmettre par la salive et potentiellement donner des formes neuropsychiatriques, cela faisait un argument de plus pour poursuivre les investigations. Donc tout ça, ce sont des données, en tout cas concernant, les données in vitro, ce sont des données précliniques. Il fallait également des données cliniques. Il y a eu cette étude, publiée également par l'équipe de Nicolas Hurtel sur la même base de données de la PHP sur 14 000 patients, donc hospitalisés, pas des patients forcément psychiatriques, des patients qui avaient une PCR plus, Covid-19. Sur ces 14 000 patients, il y en avait 55 qui étaient traités par chlorpromazine et cette étude ne met pas en évidence de différence sur les taux de mortalité ni d'intubation chez les patients sous chlorpromazine. Pour autant, cette étude a quelques limites. La chlorpromazine peut être également utilisée pour l'agitation terminale, donc des patients qui sont en fin de vie, ou pour aider à l'intubation chez des patients qui sont agités et qu'on doit intuber. Et dans cette étude, 75% des patients n'avaient pas de diagnostic psychiatrique à leur admission. Et donc, on peut imaginer que sur ce faible nombre de patients traités par chlorpromazine, peut-être qu'une grande partie, en fait, l'ont eu à un moment où il était trop tard, où ils étaient vraiment en fin de vie ou en train d'être intubés. Et donc, ce serait des limites en défaveur du potentiel effet protecteur de la chlorpromazine. De notre côté, nous avons mené une étude en collaboration avec une équipe brésilienne qui gère un foyer à Porto Alegre au Brésil, qui accueille des patients qui ont un handicap intellectuel d'intensité modérée à sévère, plus ou moins associé à un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, sur ces données de ce foyer brésilien, nous avons mené plusieurs modèles de régression logistique pour étudier 3 variables dépendantes, savoir si les patients avaient un diagnostic de Covid-19 ou pas, la présence de symptômes de Covid-19 ou pas, et ou la présence d'une forme sévère de Covid-19 nécessitant un transfert dans une unité spécialisée. Et on a regardé sur ces 3 variables l'impact de ces différents facteurs d'étude: l'âge, le sexe, le tabac, l'obésité. Ce sont des choses qui ont été décrites comme pouvant aggraver ces différentes variables dépendantes, et également la prescription de chlorpromazine et de clozapine. Il y a 119 patients qui sont hospitalisés au long cours dans ce foyer brésilien. L'âge moyen est de 34 ans, il y a 41% de femmes, très peu de fumeurs, 15% de patients qui ont une obésité, 57% qui sont traités par chlorpromazine et 13% par clozapine. Vous le voyez, c'est un gros cluster. Il y a 96,6% des patients qui ont un diagnostic PCR ou sérologique de Covid-19, près de 40% qui ont eu des symptômes de Covid-19 et 7,6% qui ont développé une forme sévère nécessitant un transfert dans une autre unité d'hospitalisation. Et lorsqu'on essaye de regarder l'impact de ces différents facteurs sur ces 3 variables, le diagnostic, les symptômes et les formes sévères, on remarque que pour le diagnostic, il n'y a pas d'association significative entre les facteurs et le diagnostic. Pour les symptômes, la clozapine est surreprésentée chez les patients qui ont développé des symptômes de Covid-19 et cette association est statistiquement significative même lorsqu'on prend en compte tous les autres facteurs dans les mêmes analyses. Donc peu importe, disons qu'à niveau d'âge égal, sexe égal, tabac, obésité, chlorpromazine égal, la clozapine est en soi, d'après ces résultats, associée à la présence de symptômes de Covid-19. Et concernant les formes sévères, la chlorpromazine est associée là à une moindre incidence des formes sévères de Covid-19. Comme vous pouvez le voir, elle était très prescrite chez les patients qui n'ont pas développé de forme sévère et très peu prescrite chez les patients qui ont développé une forme sévère de Covid-19.
Donc là, à nouveau, des données cliniques qui vont dans le sens d'un possible effet protecteur de la chlorpromazine. Donc en conclusion, il est difficile d'avoir des effets et des effets objectifs des psychotropes contre les symptômes de Covid-19 ou contre le SARS-CoV-2 parce qu'on a beaucoup de données in vitro, peu de données cliniques et trop peu d'essais cliniques. Ce que nous savons, c'est qu'il y a de nombreux psychotropes qui ont une activité antivirale anti-SARS-CoV-2 et qu'il y a également des possibles effets potentialisateurs. Ça a été décrit par des équipes. Ça pourrait expliquer pourquoi nos patients qui ont souvent non pas un psychotrope, mais plusieurs coprescriptions de psychotropes ont été protégés des formes sévères ou symptomatiques de Covid-19. La fluvoxamine, Nicolas Hertel va vous en parler de façon plus détaillée juste après. Donc, elle a un possible effet protecteur contre les formes sévères de Covid-19, et notamment avec des données, pour le coup, très robustes issues de cet essai clinique randomisé. La clozapine, par des effets immunomodulateurs, a une possible imputabilité dans le développement de formes symptomatiques de Covid-19. Et je vous l'ai dit, il y a ces recommandations publiées en 2020 par l'équipe de Siskind qui dictent un petit peu la conduite à tenir pour les patients traités par clozapine et qui ont un Covid-19. Et enfin, concernant la chlorpromazine, par des effets antiviraux directs, notamment sur l'endocytoskeletrine dépendante et peut-être également par des effets immunomodulateurs, a un possible effet protecteur contre les formes sévères de Covid-19. Peut-être également un intérêt dans la prévention des formes neuropsychiatriques de Covid-19, ça mériterait d'être mieux exploré au cours d'essais cliniques. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour remercier également tous les collaborateurs qui nous ont aidés pour ces différentes études. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, merci David. Et voilà, moi je suis Nicolas Hertel, comme vous m'a gentiment présenté Antoine. Donc moi je vais vous parler après cette intervention. Alors c'est vrai qu'il y a quelques éléments effectivement qui peuvent peut-être faire un peu doublon. Donc je passerai vite sur les éléments déjà présentés par David. Alors, je vais vous parler des antidépresseurs vers un traitement potentiel de la Covid avec, peut-être vous avez pu voir, un article fraîchement publié dans Lancet Global Health, un essai équivalent à un essai de phase 3 pour la fluvoxamine. Donc, je vais vous détailler ces points et puis essayer de vous présenter un peu l'historique autour de cette idée de repositionnement potentiel des antidépresseurs pour le Covid, et puis surtout l'aspect des mécanismes. Ça, c'est très important parce que, évidemment, pour avoir finalement une conviction, puisqu'on parle de science, comme vous savez, on doit abonder en termes d'éléments cliniques, d'éléments d'études, si vous voulez, d'études convergentes. Il s'agit aussi de bien comprendre finalement les mécanismes qui pourraient sous-tendre cet effet potentiel. Alors, un premier point, maintenant très très vite, c'était pour vous donner l'idée de notre service. Donc moi, je travaille à l'hôpital Corentin-Selton, donc je suis MCPH à l'Université de Paris et je travaille en tant que psychiatre du sujet âgé dans cet hôpital, qui est un hôpital gériatrique. Et nous, dans nos unités, on a des unités spécialisées donc en psychiatrie du sujet âgé, avec une unité où on a des patients âgés en moyenne de 80 ans pour des problèmes de dépression résistante ou de troubles anxieux résistants. Et très tôt dans l'épidémie, on a pu observer on avait beaucoup de soignants qui étaient infectés. Il faut se rappeler que pendant la première vague, finalement, cette maladie était en bonne part nosocomiale. Donc, beaucoup de soignants étaient infectés et pouvaient donc ainsi infecter les patients des unités. Et alors même qu'on avait beaucoup de soignants symptomatiques, vous vous souvenez que c'était une époque où on ne pouvait pas faire de dépistage systématique. On avait, je pense, pour ceux qui travaillent à l'hôpital, globalement, on avait un test par unité. Et donc, il s'agissait de réserver, on va dire, à vraiment des patients symptomatiques. Alors même qu'on avait des soignants symptomatiques, eh bien, on se retrouvait à observer dans notre unité une absence totale d'infection, en tout cas de symptômes évocateurs de la Covid. Alors même que nos collègues gériatres, vous voyez, dans ce bâtiment, on est entouré de services de gériatrie. Dès que finalement il y avait un soignant qui était infecté, on observait, qu'on tient à peu près 15 jours, vous savez, c'est le délai d'incubation, et vous aviez une aile entière de patients Covid symptomatiques qui, pour malheureusement même un certain nombre d'entre eux du fait de leur âge et de leur comorbidité, pouvaient décéder. Et donc, en fait, pour faire une conclusion, ça fait maintenant 1 an et demi, dans notre service, on déplore, si je puis dire, 4 cas d'infection sévère, dont un décès.
pour l'ensemble de nos patients, y compris en ambulatoire. Les unités Covid psychiatriques, je ne vais pas revenir dessus, étaient faiblement occupées. Comme vous savez, elles étaient ouvertes lors de la première vague, ce qui était une très belle initiative, mais se retrouvaient finalement quasiment vides et n'ont jamais rouvert, ni pendant la deuxième, troisième et les vagues ultérieures. Alors, un mot simplement déjà en termes d'épidémiologie. C'est vrai que le premier constat, vous voyez, c'est ce constat où on se dit finalement nos unités sont vides, sont vides de patients, nos patients semblent ne pas présenter d'infection sévère. C'est une observation clinique, il s'agit de vérifier plus largement. Et donc, on a notre équipe, très tôt, en fait, pour vous dire, c'est dès le 15 mars, on avait fait cette observation. On s'est dit, bon, avant de communiquer ou avant de partir d'éléments spéculatifs, il s'agit avant tout d'être prudent et de vérifier si on observe cela dans le cadre de plus larges études observationnelles. Et donc, notre équipe, le 15 mars, a rédigé une demande d'accès à l'EDS, qui est l'entrepôt de données de santé de la PHP, donc qui comprend l'ensemble des données de 39 hôpitaux. On a eu l'accord le 8 avril et on a pu démarrer. En 3 semaines, on a réussi à faire, grâce à un travail d'équipe, un gros travail d'équipe, on a pu constituer véritablement une base Covid à la PHP, donc pour l'ensemble des patients hospitalisés pour Covid sur les 39 hôpitaux. Et là, maintenant, on a près de 50 000 patients hospitalisés pour Covid avec PCR positif, donc Covid avéré. Et voilà les chiffres. On a regardé simplement la fréquence des troubles psychiatriques. On en a 7,7% qui ont un diagnostic ICD-10, vous savez, ICD-10 de troubles psychiatriques. Et comme vous regardez le détail, dont 56% secondaires. Alors, c'est quoi un trouble psychiatrique secondaire? Comme vous savez, par exemple, c'est la confusion. La confusion fait partie des troubles psychiatriques. Et donc, en fait, si on soustrait les troubles psychiatriques secondaires pour les troubles psychiatriques primaires, comme je ne sais pas, la schizophrénie, les troubles dépressifs, troubles anxieux, eh bien, vous retrouvez avec une fréquence qui est inférieure à 4%, ce qui est un taux, comme vous savez, qui est particulièrement faible. On n'avait pas de possibilité de comparer avec en l'ambulatoire. Mais vous voyez bien qu'on attendrait des chiffres entre 8 et 10% de population générale. Et comme les patients ayant des troubles psychiatriques ont généralement plus de comorbidité, on attendrait même un chiffre supérieur à la population générale. Et l'autre point, c'est que, je voulais vous illustrer, c'est que ces patients avec des troubles psychiatriques ont un risque de mortalité qui est significativement plus faible. Alors ça, c'est très important pour comprendre toute l'épidémiologie autour du Covid. Comme vous savez, les facteurs de risque de mourir quand on a le Covid, c'est simple. En 1, c'est l'âge. En 2, c'est l'âge. Voilà, c'est très important. En 3, c'est les comorbidités médicales et l'obésité. Quand vous faites ce modèle-là, vous arrivez, si je puis dire, à expliquer la majorité des décès. Et donc, si vous faites une analyse patient ayant des troubles psychiatriques, mortalité versus qui n'ont pas de troubles psychiatriques, vous observez une augmentation de ce risque. Si vous ajustez simplement sur l'âge et le sexe, vous voyez déjà que vous réduisez cette association. Pourquoi? Parce qu'on observe que les patients ayant des troubles psychiatriques sont en moyenne plus âgés. En pratique, c'est 12 ans de plus que les patients n'ayant pas de troubles psychiatriques hospitalisés, en tout cas à la PHP1. Et enfin, si vous ajustez en plus sur le nombre de pathologies médicales, eh bien vous retrouvez à renverser l'association, à avoir une association significative de protection. Ça, c'est un critère important parce qu'on voit malheureusement aussi beaucoup d'études épidémiologiques qui ne tiennent pas compte juste de la base. C'est-à-dire, comme je dis, la base des facteurs de confusion, c'est-à-dire que les facteurs de risque de mauvais pronostic du Covid, c'est l'âge et les comorbidités. Il faut tenir compte des deux. Et vous voyez qu'on est capable même de démasquer une association étonnante qui fait que la pathologie psychiatrique, entre guillemets, pourrait être protectrice du risque de décès. En pratique, je vais dire ça autrement, les patients hospitalisés pour Covid à la PHP sont des patients qui sont âgés en moyenne de 12 ans de plus que ceux qui n'ont pas de pathologie psychiatrique, et en moyenne 12 pathologies psychiatriques versus 4, comme vous voyez, des écarts. Donc, c'est des patients ultra sévères, si vous voulez, en termes de risque, qui sont hospitalisés, ce qui suggère aussi qu'il pourrait y avoir une protection. Une autre étude, publiée par nos collègues allemands, Günster, recherchait les facteurs de risque de mortalité à 6 mois du Covid, avec une étude bien faite, multi-ajustée, sur différentes comorbidités, l'âge, le poids. Et comme vous voyez, il y a la comorbidité qui est associée à une diminution du risque de mortalité à 6 mois. Pour le Covid, c'est la dépression, avec une diminution par 2 des taux de mortalité chez ces patients. Alors, très tôt, qu'est-ce qui nous avait en fait motivé, puisqu'on n'avait pas encore ces résultats, à démarrer cette étude, comme je vous l'ai dit, à lancer le 15 mars, et puis le 8 avril, l'obtention de l'autorisation de travailler dessus.
c'était la question de est-ce que les antidépresseurs pourraient être repositionnés pour la Covid? Pourquoi on pense aux antidépresseurs tout de suite? Première chose, comme vous le savez sans doute, les antidépresseurs, c'est déjà des médicaments repositionnés. Le premier, c'est l'hyproniazide, un antibiotique antituberculeux, qui était donné dans les sanatoriums, qui n'avait certes pas un effet isolé pour traiter la tuberculose, comme vous savez, on sait maintenant qu'il faut une trithérapie, mais pour lequel on observait un effet antidépresseur. L'autre point, c'est que les antidépresseurs sont des anti-inflammatoires connus. Là, ici, vous avez le résultat d'une méta-analyse. On sait que le fait de donner un antidépresseur à un patient dépressif réduit significativement l'IL-6, l'IL-10, le TNF-alpha, le CCL2. Si vous avez très tôt, nos collègues chinois avaient publié ce point. En fait, il se trouve que l'inflammation de bas grade qu'on trouve dans la dépression a les mêmes caractéristiques que l'inflammation qu'on observe dans le Covid. L'IL-6, c'est la cytokine qui est associée à la mortalité Covid en inflammation, et l'IL-10, TNF-alpha, CCL2 aux formes sévères. Et donc, ça nous paraissait déjà pertinent. Un autre point, c'est qu'on disposait déjà de modèles animaux. Un premier modèle animal, un modèle animaux de choc septique. Donc, on prenait des souris, vous injectez du LPS, des lipopolysaccharides, vous entrez dans le péritoine de la pauvre souris, vous induisez un état de choc septique. Et l'idée d'une équipe, donc dès 2007, était d'injecter en même moment de la fluoxétine versus de l'eau salée. Et ils observaient une réduction forte de la mortalité aux alentours de 40% de ce choc septique. Une étude plus tard, en 2019, utilisant la fluvoxamine cette fois, retrouvait le même résultat. Alors, les mécanismes sous-tendant l'effet anti-inflammatoire sont mal connus en pratique, mais il y a un certain nombre d'hypothèses. Première hypothèse, c'est l'effet agoniste du récepteur sigma-1, qui est un récepteur dont on parle énormément, qui fait la une aux États-Unis avec la fluvoxamine, puisque c'est l'hypothèse privilégiée par les Américains. On reviendra dessus. L'autre voie, il y a des voies moléculaires autres que le sigma-1. Alors, je vous en ai cité, il ne s'agit pas de rentrer trop dans le détail, mais on sait qu'il peut y avoir un impact sur les inflammasomes, sur le PPR gamma, la voie NF-kappa B, des effets potentiellement d'immunomodulation liés à la sérotonine et des effets antioxydants. Alors, quelles données observationnelles? Donc, je vais aller vite, David, présenter effectivement l'étude qu'on avait menée. Donc, c'est une étude qu'on avait choisie, qu'on a publiée assez tôt, en pratique sur medRxiv dès juillet. Alors, c'est vrai qu'on avait ces résultats tôt, on a préféré tout refaire plusieurs fois avant de publier quelque chose qui serait contre-intuitif, puisqu'on était les premiers en pratique. La première équipe a publié sur l'effet des antidépresseurs. Et voilà en tout cas ces résultats. Donc 7200 patients hospitalisés pour Covid, 345 prenant un antidépresseur, ce qui est faible. Voilà. Une posologie moyenne équivalente de fluoxétine à 20 mg. On a choisi intubation ou décès comme critère de jugement. Et on a ajusté sur à la fois l'âge, le sexe, le tabagisme, le nombre de comorbidités médicales. L'indication, c'est aussi important dans les études observationnelles, le biais d'indication, les pathologies psychiatriques, le centre, la sévérité clinique et biologique à l'entrée et les médicaments reçus. Et on a observé que les patients recevant un antidépresseur à l'entrée, donc c'est-à-dire on comprend bien antidépresseur à l'entrée versus pas d'antidépresseur tout au long du suivi, eh bien que ces patients avaient un taux de mortalité réduit en moyenne de 44% ou d'intubation. Et que ça n'avait ni trait ni aux ISRS, ni aux non-ISRS, vous voyez, puisque c'était à la fois significatif pour la prise d'ISRS et de non-ISRS. C'était significatif. Et quand on regardait à l'échelle des molécules, on voyait que la fluoxétine avait une association particulièrement forte, jusqu'à 74% de réduction du risque d'intubation et de mortalité, mais aussi l'escitalopram, la paroxétine, la valenfacine et la mirtazapine. Ce qui est très intéressant, comme vous voyez, c'est que sur ces 5 molécules, 3 ont un effet agoniste sigma 1 et 2 non. Alors, la paroxétine a un effet en fait d'antagoniste sigma 1 et la mirtazapine n'a aucun effet sur le sigma 1. Donc, à ce stade, en fait, on n'avait pas d'explication claire par rapport au mécanisme, mais on avait cette observation assez nette dans la base. Alors, ça a été confirmé, nos résultats, qu'on publiés en juillet, donc un peu plus tard en pratique, l'année suivante, étaient publiés par nos collègues espagnols avec une taille d'effet un peu similaire, avec une réduction de mortalité associée aux antidépresseurs chez 2150 patients. Et une autre étude qui est là actuellement aussi en préprint de Hongrie, qui regardait spécifiquement chez des patients prenant de la fluoxétine, au nombre de 110, et regardait la mortalité à J28, retrouve exactement le résultat, avec la même taille d'effet que nous d'ailleurs, avec une réduction de près de 76% en termes d'association entre la prise de fluoxétine et la réduction de mortalité en ajustant sur un certain nombre de variables de sévérité. Alors, quel mécanisme d'action?
pour vous dire, donc, dès juillet, on publiait donc, nos résultats et en fait, j'ai été contacté par une équipe allemande dirigée par le professeur Erich Galbins, qui avait lu cet article, ce préprint, et avait tout de suite dit, mais en fait, ces antidépresseurs spécifiques, c'est des fiasmas. Alors, je suis honnête, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et il m'explique, donc, qu'est-ce que c'est qu'un fiasma? C'est un inhibiteur de l'acide sphingomylinase. L'acide sphingomylinase, c'est une enzyme dans les lysosomes qui a pour effet de dégrader un lipide spécifique qu'on appelle les sphingolipides en phosphorylcholine et céramide. Et au niveau de la membrane. Donc, c'est une sorte d'un sous-type de gras, un sous-type de gras particulier. Et il me dit, en fait, le mécanisme d'action probable, c'est que vos antidépresseurs que vous trouvez comme significativement associés, ils inhibent l'enzyme et donc ils réduisent les céramides, et les céramides sont une porte d'entrée. Alors, il me dit, plutôt que vous contacter tout de suite, on a directement fait l'expérience et c'est publié déjà dans Cell Report Medicine en novembre 2020. In vitro, il a observé que lorsqu'on met le virus en contact des cellules, il y a une activation de la sphingomylinase acide, donc cette enzyme, en 30 minutes, qui est spécifique au SARS-CoV-2. In vitro, lorsque vous mettez en contact du virus l'antidépresseur, vous observez une diminution radicale de la réplication virale, plus de 99%, avec différents antidépresseurs, ISRS ou tricycliques, mais qui partagent tous la même caractéristique, c'est d'être des inhibiteurs de cette sphingomylinase. Et là, ce qui est très fort, c'est que souvent, alors c'est très simple d'inhiber le virus in vitro. Comme dirait Trump, vous rajoutez de l'eau de Javel, ça marche. En pratique, on a des centaines de molécules qui marchent, ça n'a aucune valeur en tant que telle. Par contre, ce qui est très intéressant, ce qu'a fait cette équipe, c'est qu'ils ont regardé s'ils étaient capables de restaurer l'infection de cellules traitées par antidépresseurs en rajoutant simplement des céramides. Et comme vous voyez, on restaure en ajoutant ces céramides in vitro. Et là où ils sont très forts, ils ont été encore plus loin, ils ont fait une expérience qu'on appelle ex vivo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un volontaire sain, que vous voyez ici, et vous prélevez des cellules nasales, vous prenez les cellules nasales fraîchement prises, vous les mettez dans le tube à essai avec le virus, vos cellules s'infectent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont donné un comprimé d'antidépresseur inhibiteur sphingomylinase acide. Là, ils ont choisi l'amitriptyline, dose habituelle. Et, vous voyez, 1h30 après la prise d'amitriptyline, ils prélèvent une cellule nasale, ils la mettent in vitro, il n'y a pas d'infection. 24 heures après la prise d'un seul comprimé, vous prélevez les cellules nasales, vous observez ici en immunofluorescence qu'à nouveau, l'infection semble redémarrer, suggérant qu'il faille reprendre un deuxième comprimé. Voilà globalement le mécanisme qu'il suggère, c'est que le SARS-CoV-2 qui se fixe sur la CE2 active, en se fixant son récepteur, la sphingomylinase acide. La sphingomylinase acide, responsable de la création de céramides, qui sont une sorte de grand gel, qui a pour effet, en étant précis, de regrouper les récepteurs ACE2 en position ouverte à la surface des cellules, ce qui crée une porte d'entrée au virus dans la cellule. En rajoutant un inhibiteur d'asphingomylinase acide, dont les antidépresseurs sont les meilleurs, dont certains antidépresseurs sont très efficaces, vous inhibez cette enzyme, il n'y a pas de création de céramide, donc le virus a beau se fixer sur son récepteur, il n'arrive pas à rentrer dans la cellule et donc à se répliquer. Un point encore plus fort, c'est de voir, c'est quand on a déjà une cartographie faite par le professeur Kornhuber, avec qui également on travaille, qui est celui qui a découvert globalement ce que c'est qu'un fiasma et travaille toute sa carrière dessus. Donc, c'est un professeur de psychiatrie, au passage, qui est aussi qui est un biologiste chevronné, spécialiste, qui a découvert ce mécanisme. Et il a déjà cartographié les différentes molécules, alors, pour beaucoup. Et si vous voulez, ici, on peut faire un ranking des meilleurs traitements, si vous voulez, antidépresseurs, en termes de pouvoir d'inhibition de fiasma. Le meilleur, c'est l'amitriptyline. Alors, c'est évidemment un médicament qui ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que le Covid, c'est une pathologie généralement qui touche les personnes âgées. Et vous savez que les tricycliques ne sont pas bien tolérés. Donc, ce n'est pas bien toléré, ça n'intéresse pas. Le deuxième meilleur, c'est la fluoxétine. Donc ici, ces chiffres, vous voyez 13%, c'est le taux résiduel d'activité de l'enzyme lorsque on met en contact cet inhibiteur de l'enzyme. Et donc, plus le taux est faible, plus l'enzyme est inhibée. Voilà, il y a peu d'activité résiduelle de l'enzyme. Le deuxième meilleur, c'est la paroxétine. Donc troisième meilleur, et donc la quatrième meilleure, c'est la fluvoxamine, qui a finalement un taux d'inhibition de l'ASM qui est à peu près 2,5, 3 fois inférieur à celui de la fluoxétine. Et là où c'est très joli, c'est que si vous regardez l'effet antiviral au sein d'un même essai, sur des CALU 1,
de ces différents antidépresseurs, vous observez une corrélation. Plus vous inhibez fortement l'ASM, plus vous avez un effet antiviral fort in vitro. Alors, l'effet notamment de la fluoxétine sur le SARS-CoV-2, c'est globalement ce qui est le plus étayé, de très loin pour tous les psychotropes. C'est là où on a une quantité d'études de très grande qualité. Ça a été vérifié sur VEROI6, sur CALU1, CALU3. CALU3, c'est des cellules qui miment les cellules pulmonaires, mais également un type de cellule qui exprime le TMPRSS2, voilà, puisque généralement, c'est une des cellules qui est plus compliquée, pour lequel c'est plus dur d'obtenir un effet antiviral avec ce type de cellule. Et également l'épithélium pulmonaire humain post-mortem. Toutes ces études convergent pour montrer un très fort effet antiviral de la fluoxétine. Ici, c'est des logs de 10. Donc, vous voyez, vous réduisez par plus de 90% la réplication, même sur l'épithélium pulmonaire humain, en rajoutant de la fluoxétine. L'autre point, ce qui est très intéressant, c'est que c'est virus spécifique. C'est-à-dire que vous l'observez pour le SARS-CoV-2, mais pas pour l'herpès, pas pour la rage, etc. Et vous savez qu'en biologie, avoir une spécificité veut dire que l'expérience a été a priori bien menée. Donc tout ça, voilà, ici, il y a toutes les références, ça serait long de vous expliquer tout. Et puis le dernier point aussi très important, c'est qu'on a également maintenant des données sur l'ensemble des variants, notamment brésilien, sud-africain, avec le même degré d'efficacité in vitro. Alors pour vérifier cette théorie, on a des fiasmas. Eh bien, tout de suite, on a pris notre base de données de la PHP et on a vérifié si finalement les gens prenant... comment vous dire, vous savez, en études observationnelles, il y a deux grands biais, les facteurs de confusion. Par exemple, le fait d'avoir des pathologies médicales va impacter sur ma mortalité et également sur le fait de prendre un antidépresseur ou pas, puisque les personnes prenant un antidépresseur sont plus à risque d'avoir des comorbidités médicales. Et donc, on a regardé si les patients prenant un antidépresseur fiasma avaient un moindre risque de mourir ou d'être intubés que des personnes prenant un antidépresseur non fiasma. Et oui, ça marche, c'est-à-dire qu'on a une association, on divise par 2 le risque en univarié et après ajustement, on divise par 2 le risque d'être intubé ou décédé lorsqu'on prend un antidépresseur fiasma plutôt qu'un antidépresseur n'ayant pas cette activité. Un dernier point, c'est que si c'est vrai cette théorie, c'est qu'on a trouvé un biomarqueur. Le premier biomarqueur de sévérité Covid. Ça serait les céramides plasmatiques. Il se trouve qu'on a déjà des études qui montrent que plus votre taux de céramide dans le sang est élevé, plus vous avez un risque d'évolution clinique péjoratif et c'est aussi fortement associé à l'inflammation Covid de ces patients. Alors, je vais très vite pour les essais cliniques. On dispose de 3 essais cliniques. Le premier a été décrit par David, publié dans JAMA. Donc, chez 152 patients, vous avez une réduction forte du risque de détérioration clinique chez des patients ambulatoires en prenant simplement 15 jours de fluvoxamine à full dose, c'est 300 mg. C'est confirmé par une étude par Seftel et Boulware sur une étude ouverte où il était proposé aux patients de prendre la fluvoxamine ou pas. Et on a observé 0% de détérioration clinique sous fluvoxamine versus 12,5% pour les soins usuels. Et d'une façon intéressante, c'est qu'il y avait 0% de patients sous fluvoxamine avec symptômes résiduels à J15 contre 60% pour les soins usuels. L'essai Together est sorti donc hier soir, je crois, dans Lancet Global Health. Alors, les chiffres varient un tout petit peu, mais voilà, parce qu'on est en communication, je suis en communication avec Ed Mills, qui est l'investigateur principal. Donc, c'est un grand essai multicentrique, 11 centres au Brésil, mené par une équipe canadienne, qui ont inclus 740 patients sous fluvoxamine et 730 sous placebo, et qui observaient une réduction de 32% en intention de traiter du risque d'être hospitalisé ou d'aller aux urgences lorsqu'on prenait fluvoxamine versus placebo. Et d'une manière très intéressante, je crois que c'était un point important peut-être pour comprendre ce que vous allez pouvoir lire dans la presse, c'est que c'était un essai en vie réelle. Alors, c'est quoi un essai en vie réelle? C'est-à-dire que les patients pouvaient accepter de rentrer dans l'essai. Là, on leur donnait une tablette à prendre à la maison. Et il faut voir que c'est comme tous les patients qu'on traite, ces patients ont le droit d'être non observants. Donc, on sait qu'en moyenne, il y a 30% d'inobservants chez nos patients quand on prescrit un antidépresseur, un antihypertenseur, etc. Là, en l'occurrence, c'était 25% d'inobservance. Et donc, l'intention de traiter prend en compte tous les patients à partir de la randomisation. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que parmi les patients sous fluvoxamine, dans le groupe fluvoxamine qui sont allés à l'hôpital, quasiment tous n'avaient pas pris de traitement.
Et donc, il y a une autre analyse qui est très intéressante, c'est une analyse qu'on dit per protocole, où on considère que les patients ayant correctement pris soit le traitement, soit le placebo, et ça représente 80% des patients. Et là, on observe une taille d'effet incroyable, avec une réduction de 67% du risque d'hospitalisation, et de 85%, en pratique, vous verrez dans le papier, c'est 91% du risque de mortalité chez les patients inafluvoxamine versus le placebo. Enfin, il n'y avait pas d'effet, le traitement il n'y avait pas d'effet significatif en termes de tolérance pour les deux traitements. Je conclus là, en vous disant que là, à ce stade, on a une présomption scientifique, on va dire, forte, avec un essai de phase 3 qui vient de sortir pour la fluvoxamine, des données hospitalières observationnelles pour plusieurs antidépresseurs, dont la fluoxétine. Les mécanismes d'action, c'est un mécanisme probablement mixte antiviral via le mécanisme FIASMA, anti-inflammatoire via le FIASMA sigma 1 et les voies non sigma 1. On a évidemment aujourd'hui un avantage du repositionnement. La tolérance est connue, ça fait des décennies. Le prix est accessible, c'est 4 $, la fluvoxamine pour un patient. La disponibilité, le Prozac par exemple est sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS et bénéficie actuellement, et je suis l'un des PI, de nombreux essais internationaux dans le Covid, et se donne par voie orale. Enfin, l'autre point, c'est les perspectives. J'en touche juste un mot. Vous comprenez bien qu'il y a un enjeu incroyable aussi pour les psychiatres et pour nous et pour la recherche. C'est comprenez bien qu'à partir du moment où on a ces études qui montrent un effet antiviral pour une pathologie aussi médiatique, alors même qu'on sait que les antidépresseurs peuvent faire peur en population générale, c'est très important. Déjà en termes peut-être de moyens de déstigmatisation, mais également en termes de potentiel pour d'autres pathologies chroniques, puisque vous comprenez que si on confirme également ce mécanisme, toute pathologie chronique avec des taux de céramide élevés pourrait constituer une cible pour être améliorée potentiellement par ce type de médicament. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas. Alors, je tiens à remercier et David et Nicolas pour ces très belles présentations. On a un certain nombre de questions. Peut-être on va commencer directement. Je vais commencer par une question à David pour laisser le temps à Nicolas de reprendre ses esprits. Il y avait une question qui nous a été posée de savoir, suite à tout un peu le battage médiatique qu'il y a eu avec l'hydroxychloroquine, qui était considérée comme dangereuse avec des effets secondaires qui étaient importants, quelle est la tolérance de la chlorpromazine, qui est aussi un traitement ancien et qui peut faire peur. Et sous-tendu à cette question qui est également posée, alors qui sera peut-être répondue par Nicolas et David, c'est quid de l'effet protecteur, sachant que certaines méta-analyses montrent que les patients avec un trouble psychiatrique préexistant auraient des éléments de mortalité plus importants. Alors, Nicolas a répondu pour les données de la PHP, mais il y a des méta-analyses qui sont sorties également dans Lancet, où certaines données sont à moduler un petit peu. Donc, peut-être on va commencer par ces deux questions. Je laisse David sur la première, sur la balance bénéfice-risque. Très bien, merci pour ces questions. Alors, sur la balance bénéfice-risque, c'est sûr que la chlorpromazine, ce n'est pas le médicament le mieux toléré qu'on ait dans notre arsenal thérapeutique en psychiatrie. C'est une molécule qui est très ancienne, qui a beaucoup d'effets indésirables, mais si vous voulez, on n'est pas parti sur cette molécule pour son profil de tolérance, ça c'est clair et net. On avait ciblé cette molécule en fait très tôt, dès mars 2020, parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas ce phénomène de protection des patients psychiatriques, cette surprise générale qu'on a vue dans toute la France. À l'hôpital Sainte-Anne, si vous voulez, on avait vidé les services, évidemment. Donc, tous les patients qui étaient hospitalisés pour une dépression modérée à sévère, mais qui pouvaient tenir chez eux, ils sont rentrés chez eux. Les patients qu'on avait sous les yeux et ceux qui restaient à l'hôpital, c'était les patients les plus sévères, qui étaient souvent avec des pathologies type schizophrénie et donc traités par des antipsychotiques. Donc, ça faisait un argument pour les antipsychotiques plutôt que les antidépresseurs à ce moment-là, dans notre analyse, avec les données qu'on avait sous les yeux. Et il y avait également en fait, les données de la littérature, où sur les anciens coronavirus, c'était principalement en fait, la chlorpromazine qui était décrite par les virologues, pas par des psychiatres. Et pour deux raisons, parce qu'elle avait une efficacité in vitro sur les anciens coronavirus, et parce qu'il y avait ce fameux mécanisme d'action contre l'endocytose clatrinine dépendante, qui en fait
est tellement connu des virologues qu'il y a des papiers où la chlorpromazine fait partie de leur méthodologie pour tester un mécanisme d'un virus inconnu. Ils vont mettre de la chlorpromazine pour voir si en fait le mécanisme c'est celui-là ou si c'est un autre. Et donc ça avait l'air d'être quelque chose de très robuste pour les virologues. Donc à partir de là, on n'est pas parti aveuglément vers la chlorpromazine. On a contacté Pasteur. Il y a une équipe, l'équipe d'Étienne Simon-Laurière qui nous a aidés et qui l'a testé sur des cellules pulmonaires humaines. Ça a conforté l'idée que c'était efficace. Après, évidemment, on n'a jamais envoyé le message comme d'autres l'ont pu faire sur il faut que toute la France soit sous chlorpromazine. Ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà de regarder des données cliniques rétrospectives, donc avec cette collaboration, cette équipe brésilienne qui nous a contactés. Et on a également essayé de mettre en place un essai clinique sur quelques patients, sur quelques dizaines de patients qui étaient surveillés comme du lait sur le feu. Honnêtement, s'ils avaient fait le moindre effet indésirable de la chlorpromazine, je pense que jamais un patient sous chlorpromazine n'aurait été autant scopé, surveillé que ces patients-là, parce qu'on savait justement le risque de la mauvaise tolérance sur cette population fragile. Et bon, finalement, cet essai n'a pas pu le voir justement parce que cet essai n'a pas vu le jour parce que justement la NSM était inquiète du profil de mauvaise tolérance et aussi parce qu'à l'époque, il y avait le remdesivir qui commençait à avoir, on avait l'impression que ça allait être prometteur et donc du coup, il y avait moins de place, je pense, pour les autres. Et enfin, parce qu'il y avait 150 000 essais cliniques sur Terre, tout le monde avait son idée, tout le monde avait son… Et c'est vrai que dans ce contexte-là, on peut comprendre que la NSM est assez frileuse en fait sur les psychotropes qui faisaient peur. Et je rejoins complètement la remarque de Nicolas Hurtel sur le message positif que toutes ces études en fait font à notre spécialité, où d'habitude on est toujours associé à des drames dans l'actualité, un patient a tué son psychiatre, les mauvaises tolérances, la psychiatrie, les isolements, les contentions, etc. Pour une fois, on parle des psychiatres et des psychotropes surtout, et des patients psychiatriques en de bons termes et avec des idées prometteuses. Donc voilà un petit peu pour ma réponse. J'espère que ça éclaircit un petit peu le… Merci David. Avant d'enchaîner vers une question pour Nicolas, merci. Je précise quand même, parce que tu as tendu une perche, David, avec ça. Je précise bien que toi, à travers l'étude sur la chlorpromazine et de la même façon pour Nicolas, à travers la fluvoxamine, vous êtes des porteurs de messages à travers des études raisonnées et vous n'avez effectivement pas fait de vidéo en parlant de fin de partie pour la Covid-19, en faisant de la promotion en particulier pour les produits que vous avez étudiés. Nicolas, une petite question qui taraude un certain nombre de gens apparemment par ailleurs. Quand on parle donc justement de l'effet des antidépresseurs, il y a quelque chose qui interroge. C'est dans les données que tu as présentées justement, on voyait que l'amitriptyline et la fluoxétine sont des agents qui sont des plus forts inhibiteurs de l'ASM, donc on pourrait les qualifier de fiasma les plus puissants. Et donc finalement, on se pose la question de se dire pourquoi c'est pas la fluoxétine qui a été mise en avant et pourquoi on se retrouve avec la fluvoxamine qui est étudiée, dont on sait bien que c'est pas l'ISRS finalement le plus utilisé côté antidépresseur. Je vous avais déçu par la réponse. Le monde est cruel. Et c'est vrai qu'en fait, globalement, donc, comme je l'ai dit, on était la première équipe à générer des données. Et en fait, très tôt, si vous voulez, j'ai pu présenter évidemment, y compris devant Reacting, qui est maintenant la NRSCMIE. Globalement, c'était peu crédible. Pour vous dire, surtout des données observationnelles. Et vous savez que malheureusement, on est dans une période où les données observationnelles sont mal vues, alors même qu'on a un New England qui dit que des études observationnelles bien menées, vous savez, ils ont fait comme ça une méta-analyse où ils ont comparé systématiquement résultats d'une étude observationnelle bien menée et l'essai contrôlé randomisé multicentrique correspondant. Et la conclusion, c'est qu'il y avait peu d'écart. Voilà. Donc ça, c'est un New England de 2008. Oui, il y a plutôt une bonne revue. Voilà. Et si vous voulez, ce n'était pas assez. Et donc, c'était très compliqué de démarrer un essai dans le contexte que David décrit. Voilà. C'est effectivement, le remdesivir apparaissait même pour les institutions en France comme le médicament qui était réglé. Enfin, tout était réglé. C'était magnifique. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transmis à mes collègues américains. Moi, j'ai travaillé à Columbia un temps dans ma mobilité. J'aurais transmis à eux. Et c'est arrivé jusqu'à l'Université de Washington. Ils ont mis 2 semaines à démarrer l'essai. Alors, pourquoi la fluvoxamine? Parce que vous savez que ce n'est pas un financement public. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas un centime dans toutes ces études publiques. Là, maintenant, si, parce que la NIH vient de lancer. Donc, on a 3 études là déjà en fluvoxamine qui continuent, y compris portées par la NIH. Mais initialement, c'était des financeurs privés. Et comment raisonner les financeurs privés? C'est qu'ils ont dit très bien quels sont les meilleurs, OK, parmi les meilleurs, pour lesquels l'ensemble des chaînes de production sont aux États-Unis. C'est la fluvoxamine. Voilà pourquoi c'est la fluvoxamine. Donc ça, c'est la réponse.
Donc, je sais par ces financeurs, puisque je Skypais avec eux, évidemment, dès le début, dès avril. On parlait, enfin, en pratique, en avril, j'avais déjà les résultats, vous voyez. Donc, après, il y a tout le temps de mettre en ligne, etc. Mais, donc, voilà la première raison, c'est une histoire tout simplement d'intelligence, de disponibilité des chaînes de production. Moi, pour ma part, je défends l'idée qu'on a besoin d'essais contrôlés randomisés avec la fluoxétine pour 2 raisons. La première, c'est que c'est plus simple à utiliser même que la fluvoxamine. C'est vrai que c'est 1 prise par jour et pas 2 prises par jour. Deuxième point, c'est que dans les méta-analyses, y compris dans Lancet de Cipriani, et puis toutes les données qu'on a, la fluoxétine est plutôt un médicament qui est très bien toléré, y compris chez les sujets âgés, et même les plus jeunes, on a même des méta-analyses. Donc pour l'argument de tolérance, on a même un petit bonus par rapport à la fluvoxamine, même si ça reste quand même très bien toléré, la fluvoxamine. Si on dit 10 jours, je pense que voilà, mes collègues psychiatres ne me contrediront pas, on n'est pas en train de scoper le patient pour 10 jours de fluvoxamine ou de fluoxétine. Et le troisième point qui n'est pas anodin, c'est que la fluoxétine, c'est sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Donc, ça veut dire qu'en gros, tous les pays du monde sont censés avoir dans la pharmacie recommandée par l'OMS du Prozac. Donc, et il se trouve que ces essais, voilà, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ces essais ont démarré dans près de 22 pays avec spécifiquement le Prozac. Toujours est-il que là, aujourd'hui, le niveau de preuve est sur la fluvoxamine, puisque c'est en phase 3, qu'il y a d'autres essais en cours, qu'il y a aujourd'hui toute une question autour d'experts. Voilà, on sait que c'est un débat scientifique qui est normal, qui est naturel. Il n'y a pas d'études parfaites, il y a toujours des biais, c'est normal. Mais par contre, je crois que ce qui est intéressant, c'est la réplicabilité en termes de conviction scientifique. Et là, aujourd'hui, on a des équipes indépendantes de différents pays, avec différentes approches, vous voyez, précliniques, observationnelles, essais contrôlés randomisés, qui convergent voilà, sur les types de résultats. Après, bien sûr, c'est à pondérer en fonction des autres médicaments, mais un gros avantage, c'est quand même le prix et la facilité d'utilisation. Merci Nicolas pour ces éléments. David, j'en profite pour une petite question miroir finalement à celle-ci. Pourquoi la chlorpromazine parmi les phénothiazines, donc notamment on pense tout de suite en France au tertian, à la siamémazine qu'on utilise énormément. Et la petite question qu'on se pose comme ça intuitivement, c'est de se dire comment ça se fait qu'il n'y a pas des données d'épidémio qui nous auraient permis de voir finalement si l'ensemble des phénothiazines, des 4 grandes phénothiazines qu'on utilise en France, avec notamment aussi le nosinane, le leptide, bon, qui ne sont pas les plus utilisés, mais au moins le tertian, voilà, pourquoi est-ce que ça n'a pas été finalement étudié? Alors, c'est une très bonne question. Le tertian n'a pas été étudié initialement parce qu'en fait, il ne figurait pas sur les articles de 2014 qui étudiaient in vitro les différentes en fait, molécules sur le marché contre le MERS-CoV et le SARS-CoV-1. Donc, du coup, on n'avait pas de données. Je crois que le tertian n'inhibe pas cette fameuse endocytose clatrine dépendante. Et alors, c'est vrai que voilà, la chlorpromazine n'est pas le médicament le plus prescrit en France, mais à nouveau, on était parti là-dessus parce qu'il y avait ces données dans la littérature scientifique qui étaient vraiment en faveur de cette molécule par rapport à tous les autres psychotropes et parce qu'on la connaissait bien. Mais le tertian, c'est vrai que c'est une bonne piste. Entre-temps, avec la même équipe à Pasteur, ils ont testé d'autres molécules, dont le tertian, qui a aussi une efficacité antivirale sur des cellules pulmonaires humaines contre le SARS-CoV-2. Et donc, ça vaudrait le coup, évidemment, de pousser les choses un petit peu plus loin. On a collaboré pendant cette crise avec une équipe à New York, à l'hôpital Mount Sinai, qui, eux, ont un vrai effet de classe sur en fait, toutes les phénothiazines. Donc, toutes les phénothiazines in vitro semblent avoir un effet anti-SARS-CoV-2. Donc voilà, après, comme on l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas parce que ça marche in vitro que ça marche in vivo. Il nous faut des données cliniques, que ce soit observationnelles ou voire encore mieux des essais cliniques. Je pense qu'à ce jour, il y avait une équipe égyptienne qui testait également la chlorpromazine au cours d'un essai clinique, qui voulait le faire. On n'a pas eu de retour, on les avait contactés initialement et là on n'a plus de réponse. Je ne suis pas sûr qu'ils l'aient mené jusqu'au terme, cette étude. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait en ce moment une étude sur le tertian. Mais c'est vrai que si finalement des antidépresseurs ont une efficacité redoutable contre le SARS-CoV-2, ils ont quand même un profil de tolérance qui est plus intéressant que les antipsychotiques. Donc, on peut comprendre aujourd'hui pourquoi l'intérêt s'est transféré sur les antidépresseurs de façon assez logique.
Très bien, merci à tous. C'est vrai que le temps a défilé, ça a été assez vite, donc on va déjà devoir conclure. Il y avait encore quelques questions d'intérêt. Je fais juste une toute petite remarque là sur l'échange qu'il y a eu. La siamémazine, effectivement, n'a pas été étudiée, mais pour avoir contacté directement l'équipe allemande dont parlait Nicolas tout à l'heure, ils n'ont pas de doute effectivement sur le fait que la siamémazine, même si elle n'est pas classée en phiasma, est bien un phiasma, c'est-à-dire qu'elle a toutes les propriétés physico-chimiques elle a une trop grande proximité, on va dire, d'action avec la chlorpromazine pour ne pas être un phiasma, en fait. Donc, voilà. Mais effectivement, il faut que ça soit étudié pour être confirmé et avéré. Voilà, en tous les cas, un très grand merci à tous, à nos deux orateurs surtout, d'avoir fait ces belles présentations et puis de nous avoir suivis jusqu'au bout avec tout cet échange de questions. On est toujours un peu frustrés parce qu'il y a toujours des échanges qu'on aurait voulu avoir et qu'on n'a pas pu avoir, des petites questions qu'on n'a pas pu prendre, évidemment. Donc encore un grand merci à eux, merci à Antoine d'avoir co-animé cette session avec moi. Je termine juste en vous disant qu'on a une actualité riche à venir pour notre association, pour la FPBN. Il y a notamment les journées scientifiques de la FPBN qui sont destinées aux jeunes psychiatres qui ont lieu à Montpellier, ça sera le 4 et 5 novembre à venir. Il y a aussi le lancement des classes virtuelles DPC, ça c'est le 9 novembre et le 9 décembre avec Ludovic Samalin. Et puis, bien sûr, il y a le Congrès français de psy, ça vous le savez, du 1er au 4 décembre à Montpellier, où il y a beaucoup de sessions, notamment DPC, mais pas que, proposées par la FPBN. La FPBN propose toujours beaucoup de choses dès le premier jour du congrès, dès le mercredi. Vous pourrez regarder sur le programme complet. Et puis, bien sûr, il y aura un webinaire à venir que vous voyez s'afficher. Donc, c'est un webinaire avec 2 sections, STEP et neuropsychiatrie, qui aura lieu le 14 décembre, donc avec cet horaire habituel auquel vous êtes peut-être habitués, donc de 12h30 à 13h30. Voilà, un très grand merci à tous pour cette participation, et puis donc on vous souhaite à très bientôt à travers les différents événements que propose la FPBN. Merci à tous. Au revoir.